Andrew a 27 ans. Il est officier dans l'armée de l'air et son contrat militaire approche de son terme. Il se connecte à l'ordinateur de la base et tente de postuler au corps de la paix, l'endroit idéal pour la suite de ses projets. En plein milieu de sa candidature, une page rouge clignotante s'affiche sur l'écran. Le message indique « Vous pourriez être éligible à d'autres postes gouvernementaux. Nous vous contacterons ». La suite, Andrew se retrouve dans un avion pour le nord de la Virginie, à subir une série d'entretiens psychologiques déconcertants, des formations bizarres et une série de missions qui le marqueront à vie. En seulement 9 mois, Andrew est passé d'officier militaire ordinaire à agent de renseignement. Qu'est-ce qui le rendait si particulier pour être sélectionné? Comment fonctionne le recrutement et la formation des espions? Et comment les espions opèrent-ils vraiment sur le terrain? On a tout modélisé pour vous expliquer exactement comment la CIA recrute et transforme des individus en espions de sang-froid. Contrairement aux films hollywoodiens, tout le monde ne travaille pas comme espion. Il existe 2 types de postes au sein de l'agence. Le recrutement ouvert consiste à publier des offres d'emploi et à chercher activement des candidats via des canaux publics. La CIA affiche clairement ses postes sur son site officiel et dans des salons de recrutement. Les candidats postulent directement et passent par un processus de sélection. Cette méthode cible des individus avec des compétences techniques spécifiques, comptables, agents d'entretien, ingénieurs, spécialistes informatiques, des métiers ordinaires, comme dans n'importe quelle grande entreprise. La CIA reçoit entre 75 000 et 80 000 candidatures chaque année. De ce vivier, seulement environ 500 sont sélectionnés. Le recrutement couvert, lui, identifie et approche des candidats potentiels de manière discrète. Comme Andrew tout à l'heure, ces individus occupent souvent déjà des postes où leurs compétences sont précieuses et leur recrutement ne fait l'objet d'aucune annonce publique. L'objectif est d'intégrer des individus dans l'agence sans attirer l'attention sur le recrutement lui-même. On recherche des personnes dont les convictions profondes s'alignent avec la mission de l'agence. Des gens sincèrement loyaux, animés par un idéal plus grand qu'eux. Une fois les candidats potentiels identifiés, vient la phase de prise de contact. L'une des méthodes consiste à envoyer des agents dans des événements professionnels. Ils se mêlent aux personnes qui possèdent les compétences dont l'agence a besoin en construisant des relations sans jamais révéler leurs véritables intentions. Si quelqu'un s'est illustré dans un domaine particulier, la CIA peut le remarquer. C'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Andrew se présente à l'adresse indiquée sur l'invitation. La lettre disait de demander Bob. C'est un immeuble de bureaux ordinaire dans le nord de la Virginie. Il prend l'ascenseur jusqu'au 6e étage. Il ne trouve qu'une seule porte sur tout l'étage. Pas d'enseigne, pas d'indication. Il frappe. Une femme entr'ouvre la porte juste assez pour voir qui frappe. Andrew dit « Je suis là pour Bob ». Elle le laisse entrer. On lui dit de s'asseoir dans une salle d'attente. Puis, soudain, un type d'1,90 m, souriant et débordant d'énergie, fait son apparition. Il se présente avec enthousiasme comme étant Bob. Et sa toute première question à Andrew « Vous avez déjà trahi une amitié ?» Andrew est tellement pris de court qu'il marmonne une réponse au hasard. Bob lui tape dans le dos et l'envoie vers un autre endroit en ville. Déconcerté, Andrew se rend quand même à Vienna, en Virginie, dans un bâtiment bas d'un seul étage. En arrivant devant la porte d'entrée, quelqu'un ouvre et lui demande d'entrer. Une pièce vide, une grande table, 3 chaises d'un côté, une seule de l'autre. 3 personnes entrent dans la salle. Elles ne se présentent jamais par leur nom. Un psychologue, un psychiatre et un anthropologue. Ils commencent immédiatement à lui poser des questions déconcertantes. Comment était votre relation avec votre mère? Décrivez votre relation avec votre père. Avez-vous déjà trahi une amitié? Après avoir répondu à ces questions, Andrew est invité à passer dans une autre pièce pour donner des échantillons d'urine, de sang et de cheveux. Puis on lui dit de partir. Quelques jours plus tard, Andrew reçoit un appel et on lui demande de se présenter au siège pour la phase suivante. Il sait qu'il a passé le premier niveau, mais il reste nerveux face à ce qui l'attend. Il entre dans une pièce entièrement vide. Un agent de la CIA le branche à un polygraphe et l'interrogatoire commence. Avez-vous déjà commis un crime violent?
Avez-vous déjà utilisé une arme lors d'un délit? Gérez-vous bien vos finances? Avez-vous déjà emporté quelque chose du bureau d'une valeur supérieure à 20 $? Puis l'agent lui lance une question grenade. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un homme? Non, répond Andrew. L'agent arrête le test et lui dit qu'il réagit à l'une des questions. C'est un leurre qu'ils utilisent délibérément pour observer les réactions des candidats. L'agent revient d'une pause et le débranche. Andrew lui demande « Comment je m'en suis sorti ?» Vous vous demandez peut-être pourquoi ces questions sont posées. L'agence ne cherche pas des gens parfaits, elle cherche des gens honnêtes. Si un candidat se met à fanfaronner sur un crime commis dans le passé, c'est une disqualification immédiate. Ils peuvent littéralement appeler le FBI et lui faire enquêter sur ses propres aveux. L'agent lui dit qu'il n'a pas le droit de répondre, mais lui fait un clin d'œil discret. À ce moment-là, Andrew comprend. Il est pris. Direction la formation. Quand Andrew arrive pour la première fois à la formation de la CIA, ses instructeurs lui donnent une vérité simple. Le travail d'espion repose sur la préparation, pas sur des capacités surhumaines. La CIA forme ses opérateurs par une progression rigoureuse, étape par étape. Elle prend une personne relativement ordinaire et la remodèle. Elle intègre délibérément du stress dans la formation. Le sommeil est réduit au minimum. Parfois, les stagiaires restent éveillés 20 heures d'affilée avant d'être jetés dans des entraînements physiques intenses. Ces exercices militaires apprennent à Andrew à prendre de bonnes décisions quand il est fatigué, affamé et à bout. Exactement ce qu'il ressentira lors de vraies opérations. Les compétences techniques constituent le deuxième pilier. Andrew y apprend les fondamentaux du renseignement, les communications sécurisées, comment se déplacer sans être suivi, comment mettre en place une surveillance et comment détecter quand c'est lui qui est surveillé. Il apprend aussi à se fondre dans la foule, à repérer les sorties et les caméras et à transmettre des informations sans jamais se faire remarquer. La respiration alignée avec le tir. Chaque exercice est répété encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Pas de place pour l'hésitation ou l'improvisation. Sur le terrain, ça pourrait coûter la liberté à un espion. La formation psychologique d'Andrew se divise en 3 chapitres. L'élicitation, le langage corporel et le déguisement. L'élicitation, c'est l'art d'obtenir des informations sans poser de questions directes. Andrew est formé à orienter une conversation anodine de manière à ce que les gens révèlent des choses sans s'en rendre compte. Un simple commentaire, une blague légère ou une question hypothétique peut amener quelqu'un à lâcher un détail qu'il n'aurait jamais divulgué dans une conversation ordinaire. Le déguisement est la dernière couche et il se présente en 3 niveaux. Le déguisement superficiel repose sur de petits changements rapides. Un chapeau, des lunettes, une posture différente, pour de courtes échappées. L'objectif est de détourner le regard initial. Le déguisement standard consiste à construire une histoire de couverture crédible pour des contacts répétés, ce qui peut prendre des semaines. La différence entre les deux, le premier modifie l'apparence, le second modifie l'identité. La couverture profonde, ou ce qu'on appelle le deep cover, crée une identité alternative complète avec des documents, des habitudes et une histoire de vie. Quelque chose qui peut durer des mois ou des années, réservé aux missions les plus sérieuses. Andrew apprend que le meilleur déguisement est le plus simple qui fonctionne et toujours accompagné d'un plan de sortie. Mais avant de lui confier une mission, il doit affronter une dernière épreuve. La CIA organise une fausse mission pour tout mettre à l'épreuve. Ils simulent un enlèvement conçu pour être le plus réaliste possible. Andrew est saisi à l'improviste, mis sous bandeau et conduit dans un endroit secret. Pendant des heures, il est isolé, privé de sommeil et soumis à une pression contrôlée. Les ravisseurs criant, claquent des portes, profèrent des menaces soudaines et lui soumettent même des dilemmes moraux. Livrer un secret ou voir quelqu'un se faire du mal, il doit résoudre des énigmes sous pression temporelle, faire face à des ordres contradictoires et à des moments conçus pour lui faire perdre son sang-froid. Chaque réaction est enregistrée, chaque hésitation notée. L'épreuve est brutale, mais surveillée en permanence par des médecins, des psychologues et des officiers supérieurs. Son but n'est pas de torturer, mais de prouver qu'Andrew peut garder la tête froide, protéger des informations classifiées et suivre sa formation, même quand la peur prend le dessus. Des semaines d'efforts intenses, de nuits sans sommeil, d'enlèvements simulés et d'entraînements répétés à l'infini finissent par porter leurs fruits. Andrew est maintenant prêt. Sa première vraie mission l'attend.
Les espions sont envoyés en mission secrète pour influencer et convaincre. Les réseaux sociaux nous font souvent croire qu'il faut aller directement à l'action. La détection du mensonge en est un exemple parfait. Beaucoup pensent qu'il suffit de passer directement à la lecture des micro-expressions pour déterminer si quelqu'un ment. C'est possible, mais uniquement si vous contrôlez l'environnement autour de la personne. Et ça n'est valable que lors d'interrogatoires, quand vous avez un contrôle total sur le sujet. Quand vous êtes un officier du renseignement humain, vous n'interrogez pas les gens. Vous avez une conversation ordinaire dans la rue. La différence, c'est que dans une conversation normale, si quelqu'un n'aime pas ce que vous dites, il peut partir. Dans le renseignement humain, ce que les espions cherchent, c'est à établir ce qu'on appelle une ligne de base. Quel est le comportement normal de cette personne? Ensuite, on peut commencer à introduire différents types de stimuli pour la faire dévier de cette ligne de base. Sur le terrain, les espions croisent à la fois des civils ordinaires et d'autres agents étrangers formés. La façon dont un espion gère une mission dépend directement de qui il a en face de lui. Pour les espions, sentir qu'on a affaire à un autre agent n'est pas un instinct surnaturel. C'est un processus très objectif. L'une des opérations les plus emblématiques de la CIA fut l'opération Neptune Spear, le raid militaire américain qui a conduit à la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. C'était l'aboutissement de plusieurs années de collecte et d'analyse de renseignements. Une autre mission secrète a mené à la capture d'Abu Musab al-Zarqawi en 2006, l'opération qui a abouti à l'élimination du chef d'Al-Qaïda. Chaque année, de nombreux documents de la CIA sont déclassifiés. Chaque année, de nouvelles missions sont révélées au grand public. C'est vertigineux de penser qu'en ce moment même, quelque part dans le monde, un espion de la CIA est en train de dérober des secrets gouvernementaux étrangers